Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui de la mort tragique du jeune Ayesh, Rabbi Yarhamou, à Shamla, 75 km de Msila. Ayesh Mahjoubi avait 26 ans. Coincé à une trentaine de mètres dans un puits artésien de moins de 30 cm de diamètre, il a résisté pendant 5 jours et 5 nuits, 5 longs jours et 5 longues nuits, dans l'impossibilité de faire le moindre geste. Et il s'est éteint sans que les secours puissent le tirer du piège mortel où il avait été pris. Une mort lente dont il a vécu chaque longue seconde. Mais au-delà de l'incontournable traitement de cette affaire, qui défraye la chronique et qui a bouleversé les Algériens, c'est un état des lieux que nous avons besoin de faire, un véritable état des lieux, pour mesurer toute l'étendue des dégâts, pour tenter de nous réveiller enfin, pour nous porter au secours de notre propre et malheureux pays, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'est tout le pays qui est au fond du puits. Parce que c'est le pays tout entier qui est pris au piège, qui risque de mourir dans une longue agonie. Et tant pis si vous me traitez de Cassandre, d'oiseau de mauvais augure. C'est du moins ce que disent de moi les Ould Abbas et compagnie, qui n'en finissent plus de se faire mousser, de nous marteler que l'Algérie est dans une meilleure situation que la Suède. Que la Suède. المياه صالحة للشرب ما بين عين صالح وتامر راسب. أعطوني دولة في العالم ما من الأمريكان جيبوه. يقول لك ولد عباس تسكن مع الأمريكان خير من الأمريكان. هذه أنا عارف. كاين الصحفيين اللي يقول لك وعلاش ماشي خير الأمريكان؟ مثل السويد مثل الدنمارك مثل النرويج هذه البلدان اللي في شمال أوروبا عندهم نظام يعني اللي قريب للمواطن في الميزانية السنوية يوفروا 3.5% من الميزانية للتحولات الاجتماعية ترانسفير سوسيو. احنا وصلنا وانا ضربت عليها انذاك في 2008 13% du budget. Et ce n'est pas le seul Keddab. Il y a aussi Boudiaf, le ministre, l'ex-ministre de la Santé, qui nous affirme, en nous regardant dans le blanc des yeux, que nos hôpitaux sont meilleurs que les hôpitaux européens et américains. Boudiaf. عندنا إمكانيات اللي في كثير من الدول الأوروبية مش موجودة. وأنا نتحمل المسؤولية نتاع الكلام نتاعي، واللي حب يشوف من الصحفيين أو من الرأي العام أو من السياسيين احنا مستعدين نعتلو يشوف. عندنا تجهيزات اللي راهي موجودة في الجزائر وماهيش موجودة في أوروبا. ولا نتحمل المسؤولية نتاع هذا الكلام هذا، لا نجد هذا إلا ممكن في دولة أو دولتين في العالم. أقول ممكن أمريكا وممكن بعض دولة أو دولتين خارج أمريكا. Et il n'est pas moins Keddab, excusez-moi de dire les choses, que M. Ould Qaddour, le PDG de Sonatrach, qui nous jure que même les États-Unis et les pays européens n'ont pas réalisé le prodigieux élan vers l'avant de l'Algérie. Écoutez-le. Mais si vous regardez l'histoire du monde, aucun pays dans le monde n'a réussi à faire ce que nous avons fait en 50 ans. Vous regardez les États-Unis, vous regardez la France, l'Allemagne, tous ont pris minimum un siècle et demi pour pouvoir être développés. Donc on demande au peuple algérien d'être patient. On est sur la bonne route, on est sur la bonne voie. On fait beaucoup d'efforts pour que ce pays soit à la hauteur des espérances de chacun. لازم كل واحد ياخذ الوقت اللي لازم باش نبنيو. Oui, monsieur Ould Qaddour, aucun pays au monde n'a réalisé ce que vous avez réalisé. Je suis bien d'accord avec vous. Il s'agit juste de voir quoi, en fait.
Mais je ne vais pas contredire ces messieurs et d'autres encore, hein, ils sont toute une... je ne vais pas montrer les images de la Suède, des USA ou d'autres pays européens. Je vais juste vous faire voir quelques images du Rwanda, un pays qui avait été frappé par l'une des guerres civiles les plus meurtrières et qui avait atteint le fond de la misère. Mais les Rwandais ont décidé de s'en sortir et ils s'en sont sortis avec très peu de moyens. Ils ont fait du Rwanda l'un des pays d'Afrique où la croissance est la plus forte, le pays le plus sûr du monde et l'un des pays les plus propres et les plus écologiques du monde. Regardez. Et regardez maintenant pourquoi l'Algérie n'est ni la Suède, ni les USA, ni l'Allemagne. N'est-ce pas, messieurs Ould Abbas, Ould Qaddour et compagnie, qui nous enfoncent dans le trou encore plus vite qu'ils nous montent. Regardez ces quelques images.
aujourd'hui. Algérie Focus. Après 6 jours passés au fond d'un puits, Ayash Mahjoubi déclaré mort par Massinissa Mansour. Algérie 24. Décès Ayash. Des citoyens empêchent la délégation gouvernementale d'accéder au site par Zine B. TSA. Mort du jeune Ayash. La population manifeste devant le siège de la wilaya de Msila. Par la rédaction. La mort tragique de Ayash, symptomatique. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi sur le plateau Hassan Hirish, docteur en sciences économiques. Hassan, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir et merci de m'inviter. On commence par une grande émotion. Oui, merci Hassan. Salah Hijab, président du collectif contre la cherté des transports vers l'Algérie, CCTA, mais aussi militant pour les droits de l'homme. Et vous êtes de la région, vous êtes de Msila, donc vous connaissez bien cette région complètement enclavée, complètement... C'est pas le pays Provence, c'est l'arrière-pays. C'est l'arrière-boutique, j'allais dire. Merci d'être avec nous, Salah Hijab. Merci bien pour l'invitation. Merci. Depuis le Canada, avec nous, notre compatriote Hassan Moussi, économiste. Hassan, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation, Jamal. Bonjour à toi, bonjour à notre ami Hassan Hirash et Salah Hijab, et bonjour à tous les Algériens qui nous écoutent en ce moment. Merci Hassan. Salah Hijab, Msila et sa région, une région pastorale, mais totalement livrée à elle-même. D'après les images que nous avons vues, hein, les gens diraient qu'ils sortent d'un autre siècle, quasiment. Oui, tout à fait. Moi, quand on parle de Msila, il y a la commune de Msila, c'est la capitale de la wilaya de Msila. Hodna. Le Hodna, en général, c'est toute cette la région. Voilà. Oui. Et il y a ces communes-là et ces douars dont on parle, le Houamed, et dans celui-là, là où il y a eu l'événement tragique, c'est Shemel. Donc moi, personnellement, quand je regarde, en plus avec le recul, à chaque fois quand je sors à l'étranger, je reviens, j'essaye de voir un petit peu, je vois, à chaque fois il y a une dégradation, même la ville, la commune Msila. Donc au point, moi parmi les premiers points auxquels j'ai pensé, en septembre je suis allé en Algérie, j'étais à Msila. À un moment donné, j'ai fait le tour vers on dit à Msila, on a la rivière Sed el-Qassab qui passe pas loin d'un palais, une sorte de château où il vit Monsieur Louali. En fait, quand on arrive à Msila, il est situé, ce palais, au centre de Msila. La résidence du Wali. La résidence du Wali. Et à chaque fois, à chaque arrivée d'un Wali, il augmente un petit peu le mur pour entourer, encercler, ça monte la citadelle. Exactement. Et donc, juste à côté, on trouve Msila, on trouve l'Oued. On arrive là-bas, c'est toute la saleté. L'Oued, la rivière Gantrat Sed el-Qassab, elle est à 300 mètres de cette résidence. On avance un petit peu plus. El Koudia, sur El Koudia, c'est un marché connu depuis X temps. Jamal, vraiment, moi j'avais pris des photos, j'arrivais pas à croire. Je voyais des chèvres en train de manger de la saleté, je voyais ça puer de partout. Centre-ville. Plein cœur, plein centre-ville. Et ce monsieur Louali qui parlait avec le frère de notre Nous allons voir frère, tout à l'heure la vidéo. Sincèrement, il lui dit, je suis au Coran, je fais ce Louali, tout ce qu'il fait. De temps en temps, il fait des visites à des malades et qu'ils ont fait le buzz. Pour ne pas être injuste avec lui. C'est quasiment tous les Walis, hein, ils sont comme ça. Hein, il faut mais pas... moi je parle de lui parce qu'il y a certains des gens de Msila qui ont... Des proconsuls. C'est des proconsuls qui sont là pour servir les maîtres. Les terrains, les affaires, et se servir eux-mêmes. Hein, voilà, quand ils ont vu ses sorties, il a visité un enfant qui était malade, il a visité un imam qui est connu, Rabbi Rahmou, il est mort, ils ont dit ce mec-là, il va faire des choses, mais il ne fait rien à Msila. Je vais vous demander quelque chose. C'est un ami de Msila qui m'en a parlé. Oui. Cette fameuse résidence du Wali, dehors, c'est même pas à l'intérieur, le dehors, le trottoir. Oui. On m'a dit qu'il a mis des chaînes. Des gens qui arrivent, ils sont obligés de marcher dans la rue. Je le confirme, ça c'est sur la porte qui est face au commissariat et qui est à côté de la mosquée de Imam Malik. Et donc quand on marche sur le trottoir là-bas, à un moment donné on arrive, on trouve la chaîne et donc on doit sortir de la route pour revenir. Donc là c'est un coupeur de route. C'est un et c'est en face du commissariat. C'est en face du commissariat en plus. Et donc les piétons, ils doivent marcher dans la rue. Ils doivent ne pas emprunter le trottoir de Monsieur Louali. Exactement. Je peux en rajouter juste à côté parce que c'est un grand carrefour avec, je pense, 6 chemins.
Et quand les voitures sortent ses enfants pour les amener à l'école, donc c'est tout ce carrefour qui est arrêté, bloqué, pour qu'il fait sortir ces enfants-là. Après, on va parler de la santé. À Msila, il y a l'hôpital l'hôpital principal de Msila. Oui, allez-y. Il y a l'hôpital, c'est le seul depuis X temps, depuis l'époque de Houari, depuis l'époque de Chadli. Et on avait certains, comme on appelle, Moustawsaf, des petits hôpitaux. Les PMI. Les PMI qui étaient, notamment celui qui était dans mon quartier à La Roquette, jusqu'à l'arrivée de l'époque des terrorismes. Ils l'ont transformé en local pour les policiers. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est toujours pris par ces gens-là et on n'a pas eu autre chose en remplacement. Donc, autre point. D'ailleurs, je peux rajouter plus que ça. La mosquée, la petite mosquée, c'était même pas mosquée, une petite jama' où moi j'ai appris l'Ouha. C'était le jama' où il y avait Cheikh Ahmed, c'était à l'angle. Ils l'ont fermé, elle a réouvert les portes il n'y a même pas quelques mois, ou voire un an et demi. Pourquoi ils l'ont fermé? Ils l'ont fermé comme ça, c'était en face au commissariat, cet hôpital qui est devenu commissariat. Et donc, ils l'ont fermé. Et là, maintenant, ils l'ont réouvert, mais ils ont demandé que sa porte soit de l'autre côté. Et donc, il y a un dernier point, et ce point, c'est très important. Dans la ville de Msila, moi, des fois, quand je regarde sur les médias, ils parlent d'une coupure d'eau à Alger demain. C'est comme si la coupure, elle est à Alger pour une petite journée. À Msila, la coupure, elle est tout le temps, sauf pour ce château de M. Wali et les résidences de la police et tout ça. Et les gens de Msila, notamment moi-même, quand je rentre, je me retrouve en train d'acheter des citernes avec l'eau, vraiment, c'est juste pour laver, à 700 dinars. Et je me retrouve en train d'acheter d'autres bidons, des jerrycans, des petites camionnettes de lançage qui vendent l'eau en disant c'est l'eau de Dri'at. Dri'at, en fait, c'est une commune à côté de Msila où l'eau, elle est douce, elle est bien. Ça veut dire que c'est une eau potable. Mais moi, je pose la question. Du moment qu'on a l'eau qui est potable... Combien elle reste, la pénurie quand il y a... Tout le temps, moi j'ai été voir la société qui gère, ils m'ont dit vous avez l'eau 2 fois par semaine. Et en plus 2 fois par semaine, c'est pas par exemple genre les mardis et les jeudis. On doit compter 4 jours et 4 jours et 4 jours. Et quand ils m'ont dit ils ont ouvert le robinet à minuit. Et vous, ça va vous arriver peut-être à 10h, à 9h. C'est-à-dire, toujours, il faut attendre, toujours, il faut chercher. Et eux, ils font rien. Et d'ailleurs, Amsi, là, les camions qui tournent avec l'eau, Wallahi, Jamal, tu ne peux même pas faire une sieste. Moi, j'ai pensé faire une chose quand je suis rentré la dernière fois. J'ai pensé emprunter ou louer un camion de celui qui vend l'eau de Dri'at et de faire le tour de la résidence de ce monsieur Wali. Je savais que j'allais être arrêté, mais j'aimerais bien de lui dire, mais vous, pourquoi vous achetez pas ce... Et moi, d'ailleurs, je défie ce Wali s'il boit de ce qui est vendu. Parce que moi, le premier, je l'ai acheté, j'ai bu, j'ai passé 2 jours à l'hôpital. Donc vraiment, le développement à Amsila... La Suède, c'est la Suède. Ah oui, c'est la Suède. Hassan Hersh, donc voilà, le jeune Ayash Mahjoubi est mort dans... Vous savez, quand j'y pense, moi, le jeune homme, 26 ans, aux 30 mètres, il est tombé, il a glissé, le tuyau était un peu évasé au plus haut, mais plus il allait, plus il se rétrécissait probablement, vraisemblablement. Il est arrivé au fond, il s'est coincé, il avait une main en bas, une main en dessous, il ne pouvait même pas descendre sa main comme ça, et il ne pouvait pas lever l'autre main pour éventuellement attraper une corde. Il était comme ça, il ne pouvait pas bouger du tout, pendant 5 jours, avant de décéder. Et il criait, le pauvre, il demandait de l'aide, ne m'abandonnez pas. Et dehors, tout le monde s'affairait, mais qui tout le monde? La protection civile qui a donné tout ce qu'elle a pu, sauf qu'elle ne dispose pas de matériel adéquat. Elle ne dispose pas de ce qu'il fallait comme matériel. Et le reste, c'était des entrepreneurs qui ont ramené leurs engins, des gens qui ont ramené de quoi manger pour les volontaires, des gens qui creusaient à la pioche, des manœuvres qui sont... Il y a des gens qui sont venus d'autres régions, mais les autorités publiques, quasiment inexistantes. Hassan. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances à la famille de Ayash Mahjoubi, présenter mes condoléances à tous les jeunes qui meurent régulièrement sur les plages de l'Algérie, d'est en ouest. Présenter mes condoléances. Vous voulez dire les Harraga? Les Harraga, en oui. pleine mer? Oui, absolument. Oui. Et tous les Algériens qui meurent sur les routes algériennes. Et l'État est là, évidemment, qui s'en occupe pas. De temps en temps, une opération sporadique, mais ça ne va pas plus loin. Des morts tous les jours, à n'en plus finir, de ce genre de drame. Et puis, comme chante Alain Barrière, un homme s'est pendu à la branche, les oiseaux ont continué de chanter. C'est exactement ça. Le peuple algérien,
comme vous le disiez il y a un instant, c'est tout à fait symbolique, et dans le puits, meurt avec une agonie insoutenable. Incapable de faire le moindre mouvement, comme Ayesh. Absolument. Coincé. Tout à fait. Avec un État omniprésent, mais totalement impuissant. Pourquoi impuissant? Parce que vous venez de le dire, les moyens ne vont pas aux pompiers, les moyens ne vont pas aux secouristes, les moyens ne vont pas à la police locale, les moyens ne vont pas aux agents de l'État qui ont envie de travailler, qui ont envie de faire leur travail quotidiennement pour répondre aux besoins de la société. Les moyens vont ailleurs. Ils sont détournés, ils vont vers une nomenclatura, et ils vont vers des postes budgétaires incontrôlables, incontrôlés jusque-là. Aujourd'hui, on ne connaît pas exactement quel est le budget de l'armée, quel est le budget des services, alors que c'est l'Assemblée nationale qui doit voter ces budgets, y compris les budgets de la sécurité de l'État. Aujourd'hui, on nous parle dans les journaux étrangers d'environ 10 à 15 milliards de dollars pour l'armée chaque année. Chaque année. Mais cet argent-là est comptabilisé au niveau de l'achat de l'armement. Vous imaginez ce que vous dites, de 10 à 15 milliards. Ça veut dire qu'on est à 5 milliards près. Oui, en 2017. Tellement que c'est opaque. En 2017, la presse étrangère spécialisée parlait de 13 milliards. Ouais. 13 milliards. Dans une grande partie de dotation militaire, d'équipement, d'armement. Justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Qui implique beaucoup de commissions. Parce que les chiffres connus par les organisations internationales, c'est les chiffres qui correspondent aux achats d'armement. Oui. Mais on ne connaît pas le budget de fonctionnement. Bien sûr qu'il faut une armée. Bien sûr qu'il faut une armée forte. Bien sûr que l'Algérie est un pays, je veux dire, qui a besoin de se protéger parce que, d'abord, tous les pays doivent le faire, mais aussi parce que l'Algérie est dans une zone instable, c'est clair. Mais l'Algérien, le citoyen algérien, doit être mis au courant. L'Assemblée nationale, non seulement a son mot à dire, doit décider de quelles sont les priorités pour le pays. Mais Hassan, et donc, oui. Pensez que les députés algériens, ces députés-là, qui ont été élus à moins de 10% de l'électorat, qui ont été portés à 30% par la bourre et la fraude, pensez que ces députés-là qui passent leur temps à lever la main seraient capables d'aller demander des comptes à l'armée, de lui dire « Donnez-nous vos chiffres, nous voulons savoir combien vous avez acheté d'armement et combien vous avez touché de commissions. Et nous allons déléguer une commission d'enquête pour enquêter, comme le font les Américains, les Français. » Pensez qu'ils sont capables de faire ça? Bien évidemment que c'est une très bonne question. Il va de soi qu'aujourd'hui, le système algérien, qui évidemment a produit un système électoral frauduleux, fait que ce sont, pour l'écrasante majorité, je ne dis pas tous, il y a quand même des députés sincères, il y a des députés qui travaillent, ils sont minoritaires. Mais s'ils sont sérieux, Hassan, on parle à bâton rompu comme d'habitude vous et moi. S'ils sont sincères, ils sont devenus la caution du régime. Parce que c'est grâce à eux que le régime dit « Regardez, nous sommes un pays démocratique, regardez ces députés qui sont sincères, qui nous critiquent, qui font des motions de censure, mais sans plus. » Oui, sauf que ces députés-là, eux-mêmes, critiquent le système. Ils disent ce que vous êtes en train de dire. Oui. Ils disent oui, nous sommes là et qu'on peut éventuellement servir de caution, mais nous dénonçons cet état de fait. Nous dénonçons cette situation. Et que si nous sommes là, c'est pour justement prendre la place d'au moins un certain nombre de sièges pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir... Cartouche blanc, comme ils disent chez nous, en langage de tous les jours. Je suis tout à fait d'accord qu'il reste impuissant, mais... Encore une fois, il faut quand même reconnaître, il y a quelques journalistes courageux, il y a quelques députés courageux, il y a des commis de l'État courageux, il y a des pompiers, des policiers courageux, etc. Mais c'est vrai que le système globalement est un système bloqué et tout ce qu'on vient de voir, notamment les images là avec une détresse
Ce n'est pas pour rien que les Algériens se jettent à corps perdu à la mer pour tenter de gagner l'Europe. Ce n'est pas pour rien que les élites se comptent maintenant par centaines de milliers qui quittent le pays. Vous savez, je reviens d'Algérie. Ça fait seulement 2 jours. Oui. J'ai vu des ingénieurs, j'ai vu des médecins, j'ai vu des enseignants d'université qui sont gagnés par la misère, qui sont gagnés par les difficultés, par l'inquiétude. Alors, à plus forte raison, l'immense majorité des Algériens. Aujourd'hui, s'il y a des haragas, s'il y a des milliers d'Algériens qui demandent des visas pour partir en Europe et au Canada, c'est parce que précisément l'Algérie est un pays de situation bloquée, est une grande salle d'attente parce qu'il y a la misère économique, il y a la misère affective, il y a la misère sociale, il y a la misère psychologique. La corruption, les passe-droits. Absolument. Il y a la répression. On voit des journalistes, là. Il y a Adlan Mellak qui vient d'être condamné à un an de prison. Et il y en a eu d'autres. Touati, Marzouk Touati, qui est condamné. D'autres encore. Il y a des militants des droits de l'homme. Salah Mahjoub le sait parfaitement. Il y a des militants des droits de l'homme en prison qui sont menacés, intimidés, etc. C'est tout ça qui fait effectivement que les jeunes, ne voyons pas. Et nous allons demander à Hassan Moussi. Préfère fuir. Hassan Moussi, voilà donc notre jeune compatriote. Pardon d'avoir mis aussi longtemps pour venir à vous. J'essaie de laisser à mes invités le temps de bien s'exprimer pour ne pas leur couper la parole. Hassan Moussi, qu'est-ce que vous en pensez de cette tragique histoire? Ok. Oui, Jamal, non, c'est bien au contraire, ça m'a permis d'écouter un peu les interventions de mes 2 collègues, Hassan et Salah, qui sont là sur le plateau. J'ai apprécié, ça m'a donné chaud au cœur. Et je me demandais que des choses comme cela continuent encore à se produire, à survenir dans un pays, je dirais, où 1,5 million de shahids sont morts, et qui est plein de richesses, plein de cerveaux, plein d'Algériens, plein de monde intelligent. On se pose la question. Jamal, avant de répondre à cette question, je dirais Allah yarhamou Ayashi d'abord. Vous savez, vous m'entendez, Jamal? Oui, très bien, Hassan. Je vais vous raconter rapidement, si vous me donnez un peu 2 minutes et demie pour répondre à votre question, mais rapidement, je vous donne un petit exemple. Ça remonte à 2 mois. Dans mon quartier, je ne compare pas le Canada à l'Algérie. Et je dirais tout simplement à M. Ould Qaddour qu'il se trompe. Parce que je peux lui donner des indicateurs économiques, son échec économique, tout ce qu'il a fait, lui et sa clique, et pour lui démontrer que l'Algérie est loin de rivaliser avec l'Écosse, ou bien l'Allemagne ou l'Amérique. Il se trompe. Qu'il se compare un petit peu avec nos sérieux voisins africains qui sont déjà bien avancés par rapport à nous. Ceci dit, Jamal, donc il y avait un petit chat qui était bloqué dans un égout, ici dans le quartier où j'habite. Un petit chat, un chat vous dites. Un petit chat coincé dans un égout. Le propriétaire, on est tous sortis là, 3-4 voisins, le propriétaire appelle sur le champ la mairie qui envoie en l'espace de 15 minutes une ambulance avec un vétérinaire, une infirmière et toute une armagade de médicaments à l'intérieur, et un camion de pompiers qui suit derrière. Et on l'avait sauvé en l'espace de, je dirais, depuis l'appel jusqu'à son sauvetage, 20 minutes. On a sauvé le chat. Vous voyez, dans les pays où l'on donne de l'importance à l'animal, je ne parle pas de l'humain. Chez nous, Jamal, si vous me permettez, en 2 petites minutes, j'ai le droit aussi à ce temps-là, vous savez... Nous ne cesserons jamais de le répéter. Je ne voudrais pas répéter ce qu'avaient dit mes collègues là-bas. Par la faute du pouvoir en place, moi je dirais que le peuple algérien, jusque-là, a toujours été le dindon de la farce, malheureusement. Nous constatons une régression gravissime. Le pays à Jamal et le peuple, sous cette oligarchie, sont véritablement tirés vers le bas. C'est le cas de le dire. Le pouvoir a réussi à mettre face à face, dans un conflit permanent, le pauvre peuple contre le pauvre peuple, à Jamal. Il est temps, et même presque tard, comme vous l'avez dit dans votre introduction, que la jeunesse et les vrais patriotes algériens se solidarisent
afin de s'engager ensemble pour sauver ceux qui restent encore debout en Algérie. Hassan Moussi. Oui, Jamal, oui. Excusez-moi. Hassan Hersh, à l'instant, disait que les autorités publiques, les pouvoirs publics se sont montrés, comme d'habitude, totalement impuissants. Or, il y a une chose que tout le monde aura remarqué, ce n'est pas le cas des pouvoirs publics. Ils sont très puissants, très efficaces, très diligents, très déterminés quand il s'agit de réprimer, de briser, de mettre en prison, d'empêcher des grèves, des manifestations. Un tout petit parti va faire une grève à Constantine, on lui sort tout le parc matériel de la voirie pour bloquer la ville. On envoie des centaines de milliers de gendarmes briser les os des manifestants. Là, il n'est pas impuissant, le pouvoir. Exact. Effectivement, totalement. Oui, j'ai écouté notre ami Hassan Hirash parler de cela et Hadjadj aussi. Effectivement, quand il s'agit de bastonner, quand il s'agit de réprimer, quand il s'agit de disperser les foules qui viennent tout simplement réclamer leurs droits, ils sont très rapides à la détente. C'est des camions, c'est 2, 3, 4, 5 casernes militaires qui arrivent. C'est combien de camions, combien de chars, combien de choses qui arrivent pour contrer, pour séparer, pour disperser les foules. Mais quand il s'agit d'un citoyen, d'un humble citoyen, d'un citoyen lambda, alors là, on s'en fiche éperdument. Quand il s'agit du peuple, on s'en fiche. La mort de Ayesh, Jamal, aurait pu être évitée si les autorités, effectivement, sont effectivement au service de la population. Un homme piégé au fond du puits pendant une semaine, sans l'intervention de l'État, moi je dirais c'est un cas inimaginable partout dans le monde. Cette situation ne peut moi je dirais qu'elle ne peut en aucune façon et sous aucun prétexte être acceptable dans notre pays. Surtout que, comme l'a si bien dit Hirash tout à l'heure, surtout que les budgets et les moyens dont dispose la protection civile, la gendarmerie, la police et l'armée, puisque ce sont ceux-là qui devraient intervenir dans des cas comme ça, dans chaque wilaya Jamal, sont colossaux. En tout cas, moi je dirais c'est un mépris de plus et un mépris de trop de la population par les pouvoirs en place. Nous sommes, à mon sens, je termine peut-être avec cette idée, Jamal, je vous rends l'antenne, nous sommes habitués à ce genre de comportement des autorités. Les classes populaires, nous le savons tous, n'ont aucune considération ni importance aux yeux de nos dirigeants. Vous voyez même Jamal, vous voyez ces temps-ci, ces derniers temps, que le peuple est totalement évacué des débats politiques. Et justement, Hassan Moussi, je me permets de vous interrompre. Alors, Salah Hijab, le peuple est totalement empêché d'accéder au débat public, nous dit Hassan Moussi. C'est vrai, nous venons d'apprendre par exemple que le régime qui a peur des réactions populaires, Amsila par exemple, la population est sortie dans la rue pour empêcher la délégation interministérielle composée de secrétaires généraux du ministère d'accéder à la ville. Ils ont été hués, sifflés, on leur a jeté des pierres. Alors qu'est-ce que fait le gouvernement, puisqu'il faut l'appeler comme ça? Il a suspendu tous les matchs de football. Oui. Tous les matchs de football sont suspendus. Et à côté, en parallèle, aucun parti politique, quasiment, sauf si je me trompe, n'a dénoncé cette histoire de Ayashi. Aucun parti politique n'a montré l'ampleur des dégâts qui sont en train de se produire en sous-bassement, qui m'alouent secte, les députés de Msila, ils sont combien, Saleh? Exactement, c'est une bonne question. Ils sont 12. Voilà, alors je vous laisse finir. Voilà, moi j'espère bien qu'on pourra afficher leurs images, c'est possible. En fait, oui, si Hussein peut les afficher, ce serait bien. Voilà, parce que aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire ici, c'est une Ayesh Met Rabbi Rahmo à cause de l'absence d'une bonne gestion. On dit, il y a une belle expression, on dit gérer, c'est de prévoir. Quand on prévoit, c'est-à-dire on a une protection civile qui a des formations, qui fait tout. Et ça aussi, ce côté prévoir, il est chez l'État et chez le peuple. Soyons réalistes parce qu'on ne peut pas aussi toujours tout mettre sur les autorités. Et après, on va venir, les autorités viennent mentir quand il y a un dégât. Et nous, on vient pleurnicher quand il y a un dégât. Et après, 2 jours après, on va oublier et on va dormir. Ça, c'est notre grand malheur. Par exemple, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de Koudia, sur le Koudia. En ce moment là-bas, c'était un produit des grandes maladies, de choléra, de tout ce qu'on veut. Mais la plupart des gens
passent à côté sans rien faire. Les commerçants, ils payent le max, ils payent une somme contre pour avoir cette place-là, mais aussi pour avoir une propreté. Mais eux, ils ne réclament jamais la propreté. L'autorité, ils ne sont pas là. Les associations aussi, je le dis une fois et 1000 fois. Moi, j'étais à Msila. Je voyais quelques associations comme Kaf El Yatim, ceux qui s'occupent des orphelins, d'autres associations que je salue, que j'encourage. Mais j'en ai vu aussi certaines personnes ou associations qui s'occupent, Jamel, uniquement dans l'histoire de nettoyage des cimetières. Ya din Allah, avant de parler de cimetières, commençons par nettoyer nos cités, commençons par préparer la vie avant de parler de la mort. Parce que les gens qui sont morts, qui sont dans, comment dire, sous terre, à quoi ça sert de leur nettoyer l'extérieur? Donc c'est pour ça, je reviens à la question sur les députés. On a 12 députés. Est-ce que les gens de Msila connaissent les 12 députés? Et c'est la même question à tous les habitants des 48 wilayas et à tous les Algériens à l'étranger. Il y a beaucoup d'Algériens à l'étranger qui ils sont à Alger en train de, avec une broche de menthe sur l'oreille, en train de siroter du thé ou autre chose, tranquille. Mais Jamel, ces députés, c'est vrai, on a une assemblée fantoche, une assemblée qui n'est pas une vraie assemblée populaire. Ouais, bien sûr. Et je suis aussi, je rajoute un peu, je ne suis pas tout à fait d'accord avec notre ami Hirs sur l'histoire de ces députés qui essayent de faire quelque chose, qu'ils ont une bonne volonté, mais pour moi, ils peuvent ni imposer ou proposer ni refuser des lois. Je pense qu'ils peuvent entrer au début pour empêcher d'autres personnes de prendre la place. Mais je pense qu'il y a des moments qu'ils doivent savoir sortir. Comme cette époque-là de fermeture de l'Assemblée avec des cadenas, ils auraient pu sortir. Comme avant le vote de la loi de finances 2016-2017, c'était le moment de claquer la porte. Donc on peut y être, mais en même temps, il faut savoir quand est-ce qu'on sort. Donc moi, je reviens aux députés. Les gens de Msila et les autres doivent connaître les députés, doivent demander s'ils ont des permanences, doivent les harceler. En France, Jamel, vous savez ce qu'ils ont fait? Quand il y a eu les gilets jaunes, il y en a qui sont partis devant les maisons des députés. Ils ont dit, c'est vous qui ont voté la loi d'augmentation des taxes, c'est à vous qu'on vient nous... Et donc encore, voilà. Ces députés-là n'ont rien à voir avec les députés de là-bas. C'est pour ça que je dis... Mais je me permets de vous interrompre parce que je dois faire tourner un peu la parole. Nous allons d'abord voir des images de la délégation interministérielle, comment elle a été huée, sifflée. Puis nous verrons le Wali avec le frère de l'Aïesh. Là, c'est la délégation. Ah, devant la wilaya. Là, c'est devant la wilaya. Hein. Mais moi, là où j'ai vu la huée, c'est une autre scène. Hein. Celle-là, je crois. Ça, c'est toujours au centre aussi, là. Normalement, moi, j'ai vu des vidéos. La délégation, elle était en pleine journée. Et c'était vers Chabiori de l'Ouali dégage. Ouais. Mais ça, c'est devant le wilaya. C'est devant la wilaya aussi. Alors, le Wali va servir de fusible, émissaire, de fusible. Ils vont le mettre dans un autre poste. D'ailleurs, puis ils vont ramener notre Wali qui va faire la même chose. Je mets juste une chose. Quand ils disent on va ouvrir une enquête, c'est-à-dire ils ont ouvert une tombe à une affaire. Donc l'ouverture d'enquête, c'est l'ouverture d'une tombe pour l'enterrer. Vous connaissez en arabe comment on dit Voilà, exactement. Dans la réalité, on va s'asseoir dessus. Nous allons voir une autre image, celle du Wali avec le frère de l'Aïesh. Vous allez écouter... attentivement voir et écouter ce que le frère de Aïesh n'est pas encore prête. Donc, Hassan, nous parlions de bouc émissaire de... Ça veut dire que ad vitam aeternam, ça va être comme ça. Chaque fois qu'il y a un gros problème, que la population se met en colère, on enlève le bouc émissaire, on ramène quelqu'un d'autre et ça se calme. Oui, c'est tout le temps du replâtrage. Hein, c'est la politique algérienne depuis 1962. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord, effectivement, que les députés doivent marquer quelque chose. Pour dire, voilà, qu'ils ne marchent pas dans la combine, etc. Ceci dit, ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises. Ils l'ont déjà fait, ils ont été bastonnés comme les médecins, comme les enseignants, comme les manifestants en tout genre. Il y a des députés qui étaient dans les manifestations, qui ont été bastonnés. Donc il faut leur rendre hommage. Comme il y a des commis de l'État aussi, on ne peut pas dire qu'ils cautionnent le système alors qu'ils font marcher la machine. Donc nous avons besoin de ces femmes et de ces hommes qui, à l'intérieur des institutions, je dis bien des institutions, pas à l'intérieur du système, à l'intérieur des institutions, peuvent
tirer des sonnettes d'alarme. Ils le font de temps en temps, quand ils peuvent, et puis en prenant énormément de risques sur place. Donc ça me semble tout à fait louable, et il faut le dire aussi, pour les encourager à aller encore plus loin, comme vous le souhaitiez, Monsieur Salah Hadjab, et je suis entièrement d'accord avec vous, ce qu'a souligné aussi Hassan Moussi tout à l'heure. Donc tout ce que nous avons vu là, c'est symptomatique en réalité, c'est le titre de votre émission, c'est symptomatique de l'état général global de l'Algérie, du système algérien, un système qui, encore une fois, va subir, de mon point de vue, le même sort que le Venezuela, c'est-à-dire que demain, on peut voir des Algériens fuir vers les frontières marocaines et tunisiennes. Là, on est en train de voir les députés de Msila, hein, Salah Hadjab. Voilà, donc, voilà les députés. C'est une très bonne chose. Voilà. Je vous quand laisse nous les montre, on les regarde. Voilà. Et là, donc, voilà. il faut continuer. Malheureusement, il n'y a que cette chaîne où il est possible de montrer justement ces gens responsables. Mais même de côté peuple, aujourd'hui on a Internet, malgré qu'elle marche doucement en Algérie. Tous les Algériens que j'invite d'aller sur Google maintenant, aller sur le site, chercher les députés, choisissez par circonscription, vous auriez votre ville, vous auriez tous les députés. Sincèrement, il y a un travail. Quand on dit des gens qui... Enfin, le pouvoir, il sort après les dégâts pour camoufler. Il y a aussi le peuple, je le dis amèrement, qui sort après les dégâts pour pleurer. Moi, j'aimerais bien, à travers cette émission, comme on dit... Wallah, c'est le pire. Il y en a d'autres qui ont détourné l'islam. Ils disent que autre jour. Moi, je dis à des gens, si les premiers musulmans, ils sont restés en train de dormir à Médine ou bien à Mecca, en train de faire dua que l'islam va arriver, je ne sais pas où, il ne sera même pas dépassé. Je me permets de vous interrompre. Ça, là, nous allons écouter justement une vidéo d'un imam. Je vous rends la parole, puis je passe à Hassan Moussi. Écoutez bien cet imam. Écoutez. أما الفرضية في عالم الجن قد تكون موجودة وقد يتضرر منها، وحدث هذا في تاريخنا كثيرا، ولا تزال الأخبار بين الحقيقة والخيال تنقل من هنا وهناك، لكن الفرضية موجودة قد تكون. لكن كيف تعاملنا مع الفرضية؟ فرضا أن الجن أخذه أو رمى به، هل قمنا بالواجب المنوط بنا في سرعة فائقة في انتشال جثة أو انتشال شخص أو أخرجناه من الموت المحقق؟ Alors, ce qu'il dit, Hassan, il dit, oui, c'est possible que ce soit un djinn. Hein, c'est un djinn qui l'a enfoncé dedans. Après tout, c'est l'opium du peuple. Hein. C'est l'opium du peuple. Mais c'est le drame. Hein, c'est le drame. Je ne parle pas de l'islam, bien sûr. Oui. Je parle de ce genre d'islam. Oui. Hein, le détournement, la mauvaise interprétation. Mais l'islam de l'État, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les télévisions étatiques, qu'est-ce qu'on voit? On voit les imams qui ont pris la place des journalistes, qui ont pris la place des scientifiques, qui ont pris la place des politiques, etc. Vous savez, à partir du moment où dans un système on dit que l'islam est religion de l'État, après l'État, il fait ce qu'il veut de cet islam. Parce que précisément, ça devient sa propriété. Et donc, il la gère comme il veut, il la dénature comme il veut, il l'instrumentalise comme il veut, etc. La révolution, l'islam, le shuhada, tous les fonds de commerce sont bons. Absolument. Ce que j'étais en train de dire... Oui, allez-y. Ce que j'étais en train de dire, que tous ces phénomènes-là qu'on vient de voir sur l'écran sont symptomatiques d'un régime à l'agonie. Et je suis très content que les gens de Msila aient compris qu'il faut se soulever contre les autorités, contre cette délégation ministérielle, contre le Wali, etc. Je dirais quelque part, je m'excuse, que quelque part que l'Algérie s'est kabylisée. Parce qu'il ne faut pas oublier que dès le premier mandat, Bouteflika lui-même a été hué, on lui a envoyé des tomates et des petits cailloux lors de sa première intervention de son premier mandat. C'est algérianisé plutôt, parce qu'il y a Ouregla, il y a Omsa, il y a Ouled Saleh, comme ça. Inch'Allah, c'est algérianisé comme c'était en 62 et avant. Mais allez, l'essentiel... Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Kabylisé. Algérianisé dans le sens de la contestation. Oui, mais même il y en a ailleurs. Parce qu'il ne faut pas nier que la Kabylie est la région la plus contestataire. Je salue les initiatives qui sont... D'un point de vue de la contestation, je dis que je suis heureux de constater que l'Algérie s'est kabylisée parce que précisément,
on ne se laisse plus faire dans toutes les régions, d'est en ouest, Et nous du allons nord voir au sud. Hassan Et c'est Moussi comme qui est ça un qu'il peu faut- C'est ça qu'il faut encourager. en perte de temps. Hassan Moussi, je rappelle seulement que cet imam est passé à la télévision en Nahar. Et je vous laisse commenter. Oui, j'ai écouté. C'est 3 ou 4 phrases là. Bon, pas très bien écouté. Bon, oui, il a dit notre ami Hassan Hirash. C'est vraiment un drame, encore une fois. Des imams comme ça, je dis, pas la religion. La religion en tant que telle, nous l'avions tous adoptée. 99,9% des Algériens sont musulmans. Bien qu'il faudrait aussi que l'on travaille ce côté-là, que l'on accepte aussi le judaïsme, le christianisme et l'islam dans notre pays. C'est un autre travail. Oui, c'est un drame. C'est un drame que des imams instrumentalisent l'islam pour faire plaisir peut-être aux chefs, au pouvoir, à ceux-là qui les payent, à ceux-là qui leur disent de dire ce qui sort du cadre religieux. Ils instrumentalisent l'islam, ils font de l'islam le registre de commerce, Jamal. Moi, je dirais, par rapport à tout cela, effectivement, par rapport à ce que vous venez de dire là au studio, écoutez, le pouvoir algérien est arrivé par la force, Jamal. Et il se retrouve avec des moyens colossaux, puisque vous parlez de députés. C'est un pouvoir qui se retrouve aujourd'hui avec des moyens colossaux, je disais, à sa disposition, qu'il utilise comme il veut. Il ne respecte aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Ils veulent tripoter la Constitution pour prolonger ou garder le pouvoir. Ils ne respectent ni la Constitution. S'il vous plaît, oui, je vais vous redonner la parole, je veux juste vous poser une question. Jusqu'à quand les Algériens vont laisser faire ce régime qui est en train de détruire leur pays? Il n'est plus en train de le dévaster, il n'est plus en train de le saccager, il n'est plus en train de le piller, il est en train de le tuer. Jusqu'à quand allons-nous le laisser tuer notre pays comme ça, sans rien dire, sans bouger, et pire encore, considérer et dire des gens qui bougent que ce sont des harkis, que ce sont de la main étrangère, que ce sont des ennemis de l'Algérie? Jusqu'à quand, Hassan? Oui, c'est pour ça que j'avais dit tout à fait au début, lors de votre première question, Jamal, j'avais dit que la jeunesse algérienne et les vrais patriotes algériens se doivent de se solidariser, de trouver ensemble les voies et moyens pour contrer ce pouvoir. Il va tous nous bouffer ce pouvoir-là. Il nous prépare un piège terrible. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est un discours arnaqueur. Il fait dans l'arnaque. Il est en train de nous détruire, encore une fois. C'est l'arnaque au sens propre du mot. Je dirais, il a trahi l'espoir et l'espérance algérienne, ce pouvoir-là. Donc le peuple, encore une fois, se doit d'agir, il se doit de bouger, il se doit de trouver la formule, parce que l'opposition est écartée quelque peu du jeu, là. Comme je disais, pourquoi tout cela? Parce que, encore une fois, le pouvoir a tout à sa disposition. Et vous le voyez, Jamal, en même que moi, que vos deux invités sur le plateau, le pouvoir algérien ne veut respecter ni la Constitution qu'il avait lui-même rédigée et faite voter, ni les lois de la République. Autrement dit, il achète qui il veut et il méprise qui il veut. Les administrations algériennes, aussi bien la justice, comme la Constitution, encore une fois, comme le multipartisme, si on peut le classer comme une institution, sont nullement, sont réellement, Jamal, que je dirais que de l'encre sur le papier. Et je vais faire un dernier tour de micro, 1 minute à chacun. Nous allons quitter avec l'extrait du Wali avec le frère de la victime. Salah Hijab, 1 minute chacun. D'accord, 1 minute. J'essaie de répondre à votre question. Jusqu'à quand? Moi, je pense qu'on doit un peu, des fois, comment dire, on dit solidariser, le peuple doit se solidariser, c'est vrai. Nous qui sommes à l'étranger, qu'on réduit un petit peu, comment dire, qu'on arrête de donner un peu des conseils à ceux qui sont à l'intérieur. Les gens de l'intérieur doivent commencer à s'unir, à travailler ensemble. Mais encore une fois, je le dis 1000 fois, toujours le peuple, il a besoin, c'est comme des wagons qui ont besoin de locomotives. Et les locomotives, ce sont des leaders sincères à l'intérieur qui donnent le socle qui va permettre de ramener les Algériens. À nous, Algériens à l'étranger, qu'on travaille efficacement pour empêcher cette mafia de se soigner ici, pour empêcher cette mafia pour acheter des biens. À nous, on a un devoir. Ici, on n'a aucun policier qui nous arrête. On n'a rien. On n'a pas d'argument de ne pas faire. Sincèrement, le travail, il est double et donc, on n'a pas à leur donner des leçons. Très bien. Alors, avant de donner la parole, on va passer l'extrait du Wali d'abord.
اسمع لي تبعني تبعني الوالي ما يرفدش اللي يرفد. شوف هذا ها هو شنو نسمح لك؟ اسمع شنو نسمح لك؟ شي اسمع لي الاخ الكريم، راك محرحر هذا ميدخل به يجبد عليه الماء ما عندوش. هذا والله ما يسعى، اقسم بالله لا يسعى. نجابها واحد مواطن من منطقة بلدية المسيب الميرجي ويقول لي جاي ننقذ ضحية. شوف راه نقول لك دير ثقة في الدولة. داير ثقة في ربي أنا. شوف ربي والدولة والشعب يكثر خير. والله ما تخاف. هذا هي. والله صدقني يا عند ربي يا. ان شاء الله انا نقول لكم انا نوكل عليكم ربي. صح معليش. وكيلكم ربي. ما كاش مشكل. وكيلكم ربي. ما كاش مشكل. هذه هي. ما كاش مشكل. والحمد لله اسمع انا يا مدامني اسمع لي. صح. Hassan Hirsch, il lui dit moi, on ne compte pas sur les pouvoirs publics, sur l'État. De toute façon, nous avons Dieu et le peuple avec nous. Oui, c'est tout le drame de l'Algérie, parce qu'à la fois, on ne peut pas compter sur les pouvoirs publics, parce que, encore une fois, ils ne s'occupent pas des besoins de la société, mais on ne peut pas non plus se dire que c'est Dieu qui va résoudre les problèmes de société. Il faut sortir de ce schéma-là, il faut travailler, il faut s'instruire, il faut militer, il faut lutter, comme il vient de le dire mon ami Salah. Il faut se battre. Et je pense aussi qu'il faut maintenant, aujourd'hui, nous organiser pour la refondation de l'État total. Aujourd'hui, si les enfants de Msila avaient le pouvoir à Msila, eh bien, il ne se passerait pas des choses comme ça. On ne verrait pas cette misère, ce manque d'eau, ces risques, cette jeunesse qui est complètement délaissée. Il faut absolument que les régions prennent en charge leurs besoins. Il faut qu'il y ait une décentralisation. On en a marre que Alger décide pour Tizi Ouzou, Msila, Tlemcen, Constantine, etc. Il faut que les enfants de ces pays prennent leurs responsabilités. Régionalisation, une option qui vous absolument. est très chère. C'est cette refondation. Il faut que les responsabilités soient locales et régionales pour que l'Algérien devienne enfin citoyen et décide de gérer ses propres besoins. Hassan Moussi, une minute. En une minute, Jamal, moi je dis chapeau au frère d'Ayesh, encore Ayesh, chapeau au frère d'Ayesh. Voici, je dirais, un exemple que le peuple algérien se doit de copier, se doit de rééditer. Le frère d'Ayesh a su dire les mots vrais, les vrais mots, et a su contredire le wali qui paraissait aux yeux des Algériens comme étant l'ogre à cette tête ou je sais pas quoi. Non, c'est tout simplement un être humain comme lui, comme tout le monde ici. Il faut lui dire ce type de mots. Il a su lui dire non, vous étiez où vous les autorités? وين كنتوا نتوما القوه تاعكم ولا السلاح ديالكم ولا لي زونجين ديالكم وعلا ما جيتوش تسلكوا خويا اللي كان تحت البير؟ Pourquoi vous n'êtes pas venus? Où vous étiez? Ça c'est quelque chose ça peut remplacer toute autre chose là, parce que là on est habitué nous qui يجي الرئيس ولا qui يجي الوزير يعطينا الدار ما عطاناش الدار. Il faudrait que le peuple algérien cesse d'applaudir, de dire merci monsieur le ministre de m'avoir alloué un logement. Il ne vous a pas alloué un logement. C'est votre droit d'avoir votre logement, d'avoir votre emploi. Merci. Donc, l'exemple de jeune Ayesh est à rééditer à Khouya Jamal. Merci. Merci Salah Hijab, merci Hassan Hirsch. Merci à vous. Restez avec nous, ne quittez pas parce que nous avons des images à vous montrer. Je voulais juste dire que nous tous, nous ne saurons jamais remercier assez les sapeurs-pompiers de la protection civile qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais qui manquaient cruellement de matériel, de moyens. Nous devons aussi remercier tous les citoyens qui sont mobilisés, qui sont venus même d'autres régions. Nous devons remercier tous ceux qui ont sorti de l'argent de leur poche, qui ont donné de ce qu'ils pouvaient à creuser, à aider. Et avant de vous remercier vous aussi, je voulais vous dire que vous allez voir les images d'un jeune qui s'exprime et qui envoie un message à ce régime. اليوم جينا نهضروا على القضيه تاع خونا عياش الله يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله يكون من اهل الجنه وتعازينا الخالصه بالخصوص للعائله تاعه بالعموم الولايات كاع مسيله وكاع الناس اللي وقفوا معاه في الدول المتطوره رغم انهم كفار ما يامنوش كاع وعندهم الانسانيه
يشوفوا حيوان في الصين، حيوان يطيح في حفره يرفدوه ويجيبوا له الالات الضخمه تاع الدوله، وانتم بنادم ان اتر هيومان بغيتوش توقفوا معاه مسكين، بنادم عنده جنسيه جزائريه وبنادم جزائري عنده حقوق وواجبات، هذا دار الواجب الوطني تاعه. شوفوا تصاويره في الخدمه الوطنيه دارها، وفي الحق تاعه نهار اللي طاح مسكين واجب عليكم باه تسلكوه. سمحتوا فيه، واحد ما وقفش معاه، قعدتوا تضحكوا، واحد ما غاضاش قلبه، ابار الشعب الفحل، ابار الشعب الحر. بصح اليوم ناكد لكم المقوله ونقولها لكم باللي الوطن تاع ولاد الحركه والوطنيه تاع الشعب الجزائري، واحد فيكم ما غاضاش عياش. وراكم يا السلطات المعنيه بالامر، غير الشعب اللي وقف معاه، غير الشعب اللي جاب له الالات، غير الشعب ولي بومبي مساكين الله يحفظهم وربي يعاونهم وهو يبكي. كون شفتوا هذيك اللحظه اقسم بالله يبكي لها العين والقلب، ما ترقب عليه من هذيك الحفره وهو طايح في هذاك القادوس وهو يقول لها ما سلكيني يا خويا سلكني، والشعب يشوف. وانتوما الدوله قلبكم ما تحركش، ما عندكمش ضمير، انتوما ما عندكمش ضمير. وين راكم باغي تدونا؟ كيما راكم تعرفوا انتوما ساجين كي تدخلوا الناس في الحباس وتظلموهم وتجيبوا لي زاكتور مساكين ما دايرين والو وتلصقوا لهم التهم وتفوتوهم في قنوات الزيكو. علاه ما جيتوش عند خونا عياش ثاني وسلكتوه وفوتوه وصورتوه كاع؟ تما لا، تما ما تعاونوش. هذا ولد الشعب، هذا زوالي ما عنده والو، خليه يموت تما، خليه في الحفره، خليه الجثه تاعه دروك مات طعنا لياس، الجثه تاعه وما قديتوش تجبدوها. خدمتوا الشعب مسكين، خدم غير بالالات المحليه والالات الاقليميه تاع الدوله. وراهم الماتيريال تاع الدوله. هذه الدوله كما يقول لك بحجم قاره ما تقدش تسلك واحد.